D'un groupe désordonné de colonies rebelles à une superpuissance mondiale qui a redéfini le monde moderne, les États-Unis sont l'histoire d'une ambition sans relâche et de contradictions permanentes. Dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographics Show, nous allons vous faire parcourir 250 ans d'histoire américaine. À Brooklyn Heights, le général George Washington, chef de l'armée continentale, observait une forêt de mâts britanniques émergeant de la brume sur la baie de New York. Plus d'un siècle après que ses ancêtres aient posé le pied dans le Nouveau Monde, Washington, sang anglais, cœur américain, avait développé des goûts très coûteux. Il vivait comme un gentleman planteur, riche en terres et en tabac, mais comme tant de pères fondateurs, ses luxes étaient accompagnés de dettes envers les créanciers anglais. L'honneur et la fortune de la noblesse coloniale dépendaient de Londres, de son crédit, de règles commerciales strictes et de taxes lourdes finançant les guerres britanniques. La rébellion était la seule issue. Et si elle échouait, la potence les attendait. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Quand les Britanniques ont proposé une grâce contre la reddition, Washington a répondu « Ceux qui n'ont rien fait n'ont pas besoin de pardon ». Devant lui se dressait la plus grande force expéditionnaire jamais envoyée par la Grande-Bretagne à l'étranger. Plus de 32 000 soldats, des soldats réguliers britanniques en manteau rouge, des auxiliaires allemands et la plus grande marine du monde. Tous fondant sur 10 000 colons à peine entraînés, 10 vaisseaux de ligne, 20 frégates et près de 200 navires de transport, l'armada du général William Howe remplissait la baie. Telle une ville flottante de malheur. Washington disait à ses hommes avoir entendu les cordages grincer et les tambours rouler sur l'eau. L'heure approche, où les Américains devront choisir entre liberté et esclavage. Nous devons choisir entre vaincre ou mourir. Mais lors de l'assaut, les Britanniques ont avancé avec une efficacité brutale. Les baïonnettes essoises et les tirs britanniques ont brisé les lignes américaines, débordées et encerclées. Les forces continentales se sont effondrées. Washington a vu ses hommes tomber, fuir ou être capturés. Les Britanniques, aidés des loyalistes, ont occupé New York pendant 7 ans. Ils ont libéré les esclaves ralliant la couronne, emprisonné les rebelles présumés et célébré leur victoire. Pendant ce temps, Washington a entraîné son armée épuisée dans la nature sauvage et a commencé à planifier le renversement impossible d'un empire, avec une armée à moitié affamée et une population divisée. Un tiers était loyaliste, un tiers était des rebelles, et un tiers restait indécis. Pour beaucoup, il ne s'agissait pas seulement d'honneur et de liberté, mais de savoir si l'indépendance améliorerait leur vie. Les loyalistes redoutaient chaos et pertes commerciales, tandis que les patriotes voyaient une chance économique grâce à l'autonomie. Les neutres, souvent pauvres ou asservis, voulaient simplement éviter d'être pris entre les deux camps. 10 ans plus tôt, la rébellion paraissait impossible. Mais en 1776, tout avait changé. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir à l'Angleterre des années 1500, un royaume surpeuplé, inégalitaire et rempli de personnes sans perspective. La couronne, voyant l'Espagne rapporter des trésors du Nouveau Monde, voulait aussi sa part de cette richesse. Après 1588, les mers s'ouvrent à l'expansion anglaise. Leur première tentative, la colonie de Roanoke, en Caroline du Nord actuelle, disparaît. Plus de 100 colons ont disparu sans trace. Les Européens n'avaient pas du tout découvert un nouveau monde. Ils étaient arrivés sur un continent déjà peuplé de 7 à 10 millions d'Amérindiens. Puis, en 1607, Jamestown fut fondée. Les colons espérèrent de l'or, mais trouvèrent rapidement boue, maladie et faim. La moitié sont morts, mais Jamestown a survécu, non à cause de l'or, mais d'une feuille. Le colon John Rolfe a planté du tabac et a fait fortune. La dépendance européenne à ce produit a sauvé la colonie, mais la Virginie s'est étendue à un prix élevé. Des milliers de blancs pauvres ont été envoyés comme serviteurs sous contrat. Beaucoup d'entre eux ont aussi forcé des Africains à survivre, d'abord comme serviteurs sous contrat, puis comme esclaves à vie. C'est une histoire que nous aborderons bientôt. D'autres colonies ont suivi, créées dans la douleur, commerçant parfois avec les Amérindiens, mais souvent en conflit, surtout dans le Connecticut. Les colons et leurs alliés indiens ont massacré les Pequots, incendié leurs forts et tué des centaines de personnes. Lors de la guerre du roi Philippe en 1675, les Wampanoag ont riposté, tuant des milliers de personnes avant d'être anéantis. Les maladies ont fini ce que les mousquets avaient commencé. Des vagues de variole, de rougeole et de grippe ont décimé les nations autochtones, tandis qu'une autre force traversait l'océan pendant que la maladie changeait le continent. La foi, sous toutes ses formes fragmentées après la Réforme, a brisé l'unité religieuse de l'Europe. De nombreux croyants persécutés ont traversé l'Atlantique, et en 1620, les pèlerins sont arrivés à bord du Mayflower, débarquant au Massachusetts. En 1664, les Anglais ont pris la Nouvelle-Amsterdam aux Hollandais, et l'ont renommée New York en l'honneur du duc d'York. Les nouvelles colonies étaient unies par la lutte.
Alors que de nombreux propriétaires terriens étaient des gentilshommes ou riches marchands disposant de beaucoup de main-d'œuvre gratuite. La survie était difficile. Chaque acre était gagné sur la faim, la maladie ou la violence. Les colons étaient fiers de leur réalisation et prêts à se battre pour elle. Ils étaient sous l'autorité de la couronne, mais ils avaient longtemps géré leurs propres assemblées, contrôlé la fiscalité locale et se gouvernaient eux-mêmes, tandis que la Grande-Bretagne était préoccupée par des guerres européennes contre d'autres grandes puissances. Avec le temps, de nombreux colons jugèrent leurs assemblées aussi légitimes que le Parlement britannique, mais ce dernier et la couronne s'y opposaient. Pour les colons, cela semblait injuste. Après tout, eux aussi étaient britanniques, et désormais, ils étaient économiquement importants, représentant un marché majeur pour les produits britanniques. La Grande-Bretagne possédait une grande partie de l'Amérique du Nord et de l'Inde, mais sa dette nationale dépassait largement ses revenus annuels. Lorsque le roi George III monta sur le trône en 1760 les Tories, le parti qui croyait à une domination autoritaire à l'étranger, ont clairement fait comprendre, de manière brutale, que les colonies n'étaient pas les égales de la Grande-Bretagne. Puis, vint l'étincelle. George ordonna aux colons d'arrêter de combattre les nations autochtones et de s'emparer de territoires dans les Appalaches. Pour les colons, l'expansion était plus qu'un désir, c'était un droit. Le refus a été vécu comme une trahison, suivi des réformes fiscales, moment où la Grande-Bretagne a répété la même erreur. Chaque empire finit par le faire, en pressant un peu trop fort ses colonies. En 1764, le Parlement a adopté deux grandes réformes. Le Sugar Act pour limiter la contrebande et augmenter les recettes, et le Stamp Act. Journaux, documents juridiques, diplômes et cartes à jouer devaient être imprimés sur du papier timbré pour prouver le paiement de la taxe. Cela a vraiment agacé les colons. Ils étaient anglais, non étrangers. Alors pourquoi les traiter comme une nation conquise ? Cela devrait sûrement être à eux d'imposer des taxes. Pas de taxation sans représentation, criait-il dans les rues. En 1765, des représentants de 9 colonies ont participé au congrès du Stamp Act à New York, dont Benjamin Franklin. Dans leur déclaration des droits et des griefs qu'ils ont soumises au roi et au Parlement, ils ont déclaré qu'aucun sujet britannique ne devait être taxé sans son consentement. Et ensuite, les marchands ont frappé la Grande-Bretagne là où ça faisait mal. Ils ont accepté de ne plus exporter de marchandises tant que le Stamp Act ne serait pas abrogé. À Boston, des émeutes ont éclaté et se sont étendues aussi à d'autres colonies, tandis que des hommes rejoignirent les Fils de la Liberté. Des rapports décrivaient des fonctionnaires britanniques traînés dans les rues et couverts de goudron et de plumes. Le Parlement abrogea finalement le Stamp Act, et les colons célébrèrent en criant « Vive le roi !» et en érigeant une statue à New York. Mais la joie ne dura pas. En juin 1767, la Grande-Bretagne adopta les lois Townshend, imposant de nouveaux droits d'importation sur des produits courants comme le plomb, le verre, la peinture et le thé. Encore une fois, en s'en prenant aux contrebandiers, ces lois seraient aussi abrogées. Mais le mal était fait. Les élites des planteurs, marchands, ouvriers et femmes défilaient ensemble, unis par des griefs qui renforçaient l'identité politique américaine. 3 ans plus tard, des soldats britanniques à Boston ont tiré sur une foule en colère, causant un massacre sanglant. En 1773, le Parlement tenta de sauver la Compagnie des Indes orientales, en faillite et croulant sous les dettes et le thé invendu. La loi de régulation l'a placé sous contrôle gouvernemental, tandis que la loi sur le thé lui a permis de vendre du thé moins cher directement aux colonies, concurrençant les marchands locaux. Le thé était moins cher. Mais les colons y voyaient un piège. L'accepter revenait à reconnaître le droit du Parlement de les taxer. À l'arrivée des navires à Boston, Samuel Adams et John Hancock ont incité les Fils de la Liberté à empêcher le débarquement, risquant leur vie et leurs biens. Après plusieurs jours de blocage, les tensions ont éclaté. Le 16 décembre 1773, des hommes déguisés en Mohawks ont jeté la cargaison des navires à la mer. La Boston Tea Party fut une rébellion ouverte qui se propagea dans les colonies, où des foules saisissaient ou détruisaient le thé. La Grande-Bretagne a réagi en dissolvant les assemblées coloniales, et en ordonnant aux troupes de réprimer les colonies. Ils ont répondu en formant le Congrès continental. Les délégués étaient divisés sur la marche à suivre. Beaucoup étaient loyalistes, certains neutres, d'autres, plus radicaux, exigeaient l'indépendance. Le 9 avril 1775, les troupes britanniques ont combattu les milices locales à Lexington et Concord. Environ 20 000 Minutemen encerclent bientôt Boston à Bunker Hill. Les Britanniques ont pris les hauteurs, mais à un prix brutal. Plus de 1000 pertes, soit plus du double des 450 subies par les coloniaux. C'était une victoire, mais une victoire à la Pyrrhus. Les radicaux du Massachusetts, comme John Adams, Samuel Adams et John Hancock, ont demandé au Congrès d'envoyer de l'aide. Les modérés n'étaient pas si sûrs, craignant qu'aider les rebelles ne déclenche une guerre totale. Finalement, ils n'ont pas envoyé les troupes, mais ils ont accepté de transformer la milice du Massachusetts en une armée continentale.
George Washington, le délégué de Virginie, a été nommé commandant de cette armée. Ils ont publié la déclaration des causes et de la nécessité de prendre les armes pour expliquer pourquoi cela était nécessaire. Ils ont affirmé vouloir la justice, pas l'indépendance. La Grande-Bretagne, peu conciliante, a répondu par une proclamation réprimant rébellion et sédition. Le roi a affirmé que selon lui, les colons tentèrent clairement de créer un empire indépendant. Près de 20% des colons, appelés loyalistes, sont restés fidèles à la couronne. Mais beaucoup allaient bientôt devoir fuir au Canada, en Angleterre ou affronter la justice. Mais les Britanniques pensaient pouvoir vaincre les colons de l'intérieur. En Virginie, le gouverneur royal, Lord Dunmore, déclara que tous les serviteurs sous contrat obtiendraient leur liberté s'ils rejoignaient la cause britannique. C'était une force énorme de personnes. La véritable histoire derrière la Révolution, celle qui façonne l'avenir de l'Amérique, a commencé bien avant les premiers coups de feu. Les premiers Africains arrivèrent à Jamestown en 1619 comme serviteurs sous contrat, travaillant avec des Blancs jusqu'à leur libération ou leur mort. Les Africains, plus coûteux à importer que les Blancs, sont donc restés peu nombreux. Au départ, les serviteurs pouvaient remplir un contrat eux-mêmes, mais la plupart subissaient de mauvais traitements, rendant la survie difficile. C'était l'enfer sur terre, arraché à sa famille, mourant sur les navires, battu et fouetté. Certains se sont rebellés, car des ouvriers noirs et blancs fuyaient parfois ensemble, ce qui inquiétait l'élite coloniale. La peur s'est muée en panique après la rébellion de Bacon en 1676, quand blancs et noirs, esclaves ou libres, se sont unis contre les riches planteurs de Virginie, dont la famille Washington. La révolte fut brutalement réprimée, poussant la classe dirigeante paniquée à modifier les lois pour séparer les personnes asservies selon leur race. L'esclavage des Africains est devenu permanent et héréditaire, les maîtres étant légalement protégés si une personne asservie mourait sous leur châtiment. La création volontaire d'une hiérarchie raciale dans les codes de l'esclavage visait à briser la solidarité raciale et à instaurer une distinction pour mieux diviser et régner. Un tournant historique américain a engendré des siècles de racisme. Ainsi, la colonisation de l'Amérique était une tâche héroïque, mais elle s'est construite sur le dos du travail forcé. Entre 350 000 et 500 000 serviteurs sous contrat blanc et environ 400 000 Africains réduits en esclavage ont été envoyés en Amérique avant et après l'indépendance. Dans les années 1760, la population esclave du Sud comptait environ un demi-million. On ne leur a pas demandé de se battre pendant la guerre, car les dirigeants coloniaux craignaient une rébellion. George Washington avait des serviteurs blancs et des esclaves noirs, plusieurs centaines durant sa vie. Il a publié des annonces dans les journaux pour retrouver ses fugitifs, noirs ou blancs. Lorsque la Révolution a débuté, l'offre britannique de liberté aux personnes asservies était une préoccupation majeure. Il ne s'agissait pas de loyauté envers la couronne, c'était une question de pure survie. Des milliers d'Africains réduits en esclavage ont fui vers les Britanniques, tandis que de nombreux blancs pauvres ont rejoint les milices loyalistes, plutôt que de soutenir les élites patriotes. Les gouvernements coloniaux ont réagi en adoptant des lois brutales menaçant d'exécution les esclaves en cas de rébellion. Beaucoup ont été forcés de se déplacer vers l'intérieur des terres, plus loin de la promesse de liberté faite par les Britanniques. Le 10 mai 1776, le Congrès a exhorté toutes les colonies à retirer le pouvoir à la couronne et à établir des gouvernements révolutionnaires. Quelques semaines plus tard, Richard Henry Lee a présenté une résolution déclarant et résolvant que ces colonies unies sont et doivent de droit être libres et indépendantes. Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman et Robert Livingston ont rédigé la déclaration, Jefferson étant le principal auteur. Elle commençait par les mots désormais célèbres. Nous tenons ces vérités pour évidentes, que tous les hommes sont créés égaux. Le projet original de Jefferson comprenait une dénonciation de l'esclavage et de la traite des esclaves, mais elle a été retirée à la demande des délégués de la Caroline du Sud et de la Géorgie. Il souhaitait continuer la traite des esclaves, tout comme certains délégués du Nord qui en avaient aussi profité en tant que grands transporteurs. Mais écrire des idéaux était une chose. Affronter l'empire le plus puissant de la Terre en était une toute autre. Les Britanniques ont frappé tôt et fort. Ils ont chassé l'armée de Washington de New York et forcé des retraites désespérées à travers le New Jersey. Les Américains ont résisté, soutenus par les rivaux de la Grande-Bretagne, France, Espagne et Pays-Bas, qui voulaient affaiblir l'empire. L'aide française fut décisive. Des armes, de l'argent, des troupes, la puissance navale et des volontaires sont aussi arrivés. Y compris le baron Friedrich von Steuben, un ancien officier prussien qui a entraîné les troupes déguenillées de Washington à Valley Forge et les a transformées en une force disciplinée. À la fin des années 1770, l'Empire mondial britannique, confronté à des combats de l'Amérique du Nord à l'Inde, était devenu sa faiblesse. Pour gagner les loyalistes,
Les Britanniques ont déplacé la guerre au sud, prenant la Géorgie et la Caroline du Sud. Mais le général Nathanael Greene utilisa des tactiques de harcèlement qui les épuisèrent. Greene força Cornwallis à se replier en Virginie, où Washington et Rochambeau l'encerclèrent à Yorktown en 1781. Cornwallis se rendit, sans issue par terre ou mer. La guerre continuait, mais la Grande-Bretagne avait perdu le moral. Le Parlement, fatigué des coups et d'autres engagements, décide d'arrêter le conflit. Par le traité de Paris de 1783, la Grande-Bretagne reconnut l'indépendance des États-Unis. Les colonies ont triomphé non seulement par la force militaire, mais aussi grâce à leur endurance, à des alliances étrangères et à la surextension de l'Empire britannique. Et maintenant, le vrai travail commençait. Les conséquences furent graves. 30 000 à 100 000 personnes noires et blanches, cherchant la liberté derrière les lignes britanniques, et de nombreuses familles furent brisées et déracinées. Nombreux furent envoyés en Nouvelle-Écosse, aux Caraïbes ou à Londres, d'autres se cachant dans les nouveaux États-Unis pour survivre. Les nations autochtones ont terriblement souffert. Les Shawnee, Creek, Cherokee et Six Nations iroquoises soutenaient surtout la Grande-Bretagne pour freiner l'expansion coloniale vers l'ouest. L'indépendance a ouvert les vannes. Plus rien ne séparait la nouvelle république américaine du continent. De pauvres fermiers, des ouvriers sans terre et des anciens combattants se sont rués vers la frontière à la recherche de terre. Pour eux, l'Amérique semblait être une succession infinie de montagnes, de forêts, de plaines et de déserts. C'était un univers de possibilités. Les 13 colonies ont créé leur constitution. L'objectif était de donner le pouvoir au peuple et d'éviter la tyrannie associée au régime britannique. La constitution de la Pennsylvanie était la plus radicale, accordant le droit de vote à tous les hommes libres, quel que soit leur patrimoine, à l'exception des femmes. Dès 1780, les États du Nord ont entamé l'émancipation progressive. La Pennsylvanie a voté la loi pour l'abolition progressive de l'esclavage, libérant les enfants nés d'esclaves. Dès 1783, le Massachusetts abolit l'esclavage par une décision judiciaire historique. Mais dans la plupart des États du Sud, l'esclavage s'est durci et les rébellions ont été violemment réprimées. Des Afro-Américains ont pétitionné les nouveaux gouvernements, arguant que l'égalité devant Dieu devait les inclure. Les avancées étaient lentes. Thomas Jefferson, l'auteur de la célèbre phrase « Tous les hommes naissent égaux », possédait plus de 100 esclaves. C'était pareil pour Washington, Madison et la plupart des dirigeants de Virginie. La Révolution a ancré la liberté en France, mais avec des conditions implicites. Gagner la guerre était une chose, bâtir ensuite un pays fonctionnel en était une autre. Les 13 États étaient indépendants, mais loin d'être unis. Leur première tentative d'autogouvernance. Les articles de la Confédération ont créé une autorité centrale trop faible pour lever des impôts, réguler le commerce ou lever une armée. Chaque État fonctionnait comme une nation, avec sa monnaie et des conflits frontaliers. La crise a éclaté en 1786 lors de la rébellion de Shays, des fermiers endettés du Massachusetts se révoltant contre impôts et saisies. Le gouvernement fédéral ne pouvait rien faire pour les arrêter. Pour des dirigeants comme George Washington et Alexander Hamilton, cela prouvait que la liberté sans ordre détruirait la nouvelle république. En 1787, des délégués réunis à Philadelphie ont finalement rédigé la Constitution des États-Unis, au lieu de réviser les articles de la Confédération. Elle a instauré un gouvernement fédéral renforcé à 3 branches, exécutive, législative, judiciaire, et un congrès bicaméral assurant l'équilibre entre population et égalité des États. Le gouvernement fédéral pouvait désormais lever des impôts, conclure des traités, lever des armées, et appliquer les lois comme loi suprême. Elle a aussi légalisé l'esclavage, définissant les esclaves comme des personnes soumises au service ou travail, afin de calmer les peurs de tyrannie. La Déclaration des droits a vite garanti les libertés d'expression, de religion et de presse. Dans une nation déjà plus progressiste que partout ailleurs sur Terre, c'était l'avenir. Écrite par James Madison et inspirée des Lumières et des idéaux libéraux, elle rassurait les citoyens que la liberté ne serait pas engloutie par le pouvoir fédéral. Les jeunes États-Unis survivaient grâce à une économie agricole et au commerce atlantique. Tabac, riz, blé, fourrure, bois, rhum. Le gouvernement fédéral se finançait surtout par les droits de douane sur les importations. La nouvelle république nécessitait un exécutif unique, désigné par le collège électoral, non directement par le public. Le premier homme choisi était déjà un héros national, George Washington. Le 30 avril 1789 à New York, vêtu d'un costume marron, il prêta serment. Certains ont proposé votre excellence, mais il a préféré monsieur le président. La pauvreté des régions frontalières a éclaté sous la présidence de Washington. Les agriculteurs de la frontière ouest ont déclenché la révolte du whisky. Furieux, ils dénonçaient des attaques visant principalement les petits producteurs transformant le grain en whisky. Washington s'est déplacé à l'ouest avec 13 000 miliciens pour affirmer l'autorité fédérale.
La rébellion s'est effondrée, révélant que diriger la nouvelle république ne serait pas simple. Le pays restait un phare d'expérimentation politique. Les fondateurs voulaient éviter les partis, mais des factions sont vite apparues. Les fédéralistes d'Alexander Hamilton soutenaient un gouvernement central fort, la croissance commerciale, une banque nationale et des liens renforcés avec la Grande-Bretagne. Ils représentaient marchands, créanciers et propriétaires terriens. Leur opposition était les républicains démocrates, menés par Jefferson et Madison. Ils valorisaient agriculteurs et ouvriers, redoutant la concentration du pouvoir. Cette division idéologique a inspiré des siècles de conflits politiques américains. Dans son discours d'adieu, Washington a prévenu que les partis pouvaient préserver la liberté en contrôlant le pouvoir, mais qu'un excès de partisanerie risquait de détruire la République. En 1789, la Révolution française a éclaté, déclenchant des années de sang, de chaos et de bouleversements qui ont provoqué des ondes de choc dans le monde entier. Les républicains démocrates de Jefferson l'ont soutenu comme un coup nécessaire contre un système monarchique, mais les fédéralistes ont été horrifiés. En 1796, John Adams, un fédéraliste, a battu de justesse Jefferson pour devenir le deuxième président. Selon les règles d'origine, Jefferson, en tant que second, est devenu vice-président. Les deux rivaux ont dû gouverner ensemble. Alarmés par les décapitations en France, ils ont voté des lois contre les étrangers et la sédition, ciblant les immigrés et limitant la liberté d'expression. Preuve précoce que l'engagement américain envers la liberté était limité. En 1800, Jefferson a été élu président. Comme prévu, les deux partis avaient annoncé une catastrophe. Les fédéralistes craignaient que l'élection de Jefferson ne fasse de l'Amérique un nouveau Paris ensanglanté. Les alliés de Jefferson ont alerté que Adams et les fédéralistes rétabliraient la monarchie et supprimeraient la liberté, affirmant que l'autre camp détruirait tout. C'était de l'hystérie partisane, un schéma qui allait durer, et bien, pour toujours. La France était désormais dirigée par Napoléon. En 1803, Jefferson a conclu un accord avec lui, achetant le territoire qui deviendrait connu sous le nom d'achat de la Louisiane, doublant ainsi la taille de l'Amérique. La terre, bien sûr, n'appartenait pas vraiment à la France pour être vendue. Elle était le foyer de dizaines de nations autochtones, dont aucune n'a été consultée. Leur déplacement ne s'est pas fait d'un coup, mais cet achat a ouvert la voie à un siècle de déplacements forcés. Les 5 tribus civilisées, Cherokees, Creeks, Choctaws, Chickasaws et Séminoles, furent déracinées et expulsées dans les années 1830 par la loi sur le déplacement des Indiens d'Andrew Jackson. Près de 60 000 personnes furent forcées vers l'ouest sous la menace, causant la mort de milliers en route. Les Cherokees nommaient de cette route le sentier où ils ont pleuré. Aujourd'hui, on parle de nettoyage ethnique. Les Amérindiens ont riposté, massacrant souvent des familles innocentes, mais la violence s'est retournée contre eux. La loi sur le déplacement n'a pas fait l'unanimité. Le député Davy Crockett, célèbre homme de la frontière, s'est opposé au président Jackson et a dénoncé cette politique comme mauvaise et injuste. Son vote lui a coûté son siège au Congrès. L'esclavage existait toujours alors. Des nations autochtones détenaient des esclaves africains et pratiquaient la servitude, bien avant l'arrivée des Européens. Les Européens ont aussi réduit en esclavage de nombreux peuples autochtones, surtout dans les Carolines, entre 1600 et début 1700. Dans le nord, les États supprimaient peu à peu l'esclavage. Le New Jersey a été le dernier à adopter l'émancipation progressive. Et progressive signifiait des décennies de travail forcé. Les enfants de mères esclaves servaient comme domestiques sous contrat jusqu'à environ 25 ans. À la fin des années 1700 à New York, une famille blanche sur 5 possédait des esclaves. De 1783 à 1800, moins de 80 propriétaires ont volontairement libéré un esclave. Même en 1830, 3500 personnes restaient réduites en esclavage dans le Nord, bien plus que ce que la plupart des Américains réalisent aujourd'hui. En 1812, sous James Madison, les États-Unis, poussés par les bellicistes du Congrès, déclarèrent la guerre à la Grande-Bretagne et envahirent le Canada. Ils espéraient s'emparer de territoires et briser l'influence britannique parmi les tribus autochtones. En bref, cela ne s'est pas bien passé. En 1814, les troupes britanniques prirent Washington, district de Columbia, et incendièrent le Capitole et la résidence présidentielle. La première dame Dolly Madison a sauvé de façon célèbre un portrait de Washington avant de fuir vers un endroit sûr. Les fédéralistes ont critiqué la guerre appelée par eux « guerre de Monsieur Madison ». Et le mécontentement en Nouvelle-Angleterre devint si intense que certains États parlaient ouvertement de faire sécession. Mais la Grande-Bretagne, occupée à vaincre Napoléon en Europe, a rapidement souhaité la paix. Le traité de Gand de 1814 a restauré les frontières d'avant la guerre. Le conflit aurait pu se terminer discrètement, mais la nouvelle a voyagé lentement 2 semaines après le traité. Le général André Jackson a brillamment vaincu l'attaque britannique à la Nouvelle-Orléans, devenant un héros national. À l'échelle mondiale, les États-Unis restaient mineurs face à la Grande-Bretagne. Même ainsi,
la prospérité se répandait. De plus en plus de fermiers faisaient des profits, et dans le Nord, les usines et les manufactures transformaient l'économie. L'émergence d'une nouvelle classe moyenne a freiné le travail sous contrat. Mais la croissance industrielle avait un coût. Les filatures de textiles en plein essor du Nord dépendaient du coton du Sud, récolté par des esclaves dans d'immenses plantations. Avec l'expansion des chemins de fer, canaux et villes, les inégalités augmentaient. La révolution du marché a créé une nation puissante d'invention et d'ambition, mais son succès dépendait encore largement de l'exploitation. Les esclaves, de plus en plus agités, vivaient dans la misère et étaient traités comme jetables. Les blancs pauvres étaient contraints au travail des enfants et à des emplois dangereux en usine. L'Amérique industrielle a explosé en taille, et avec elle sont venues des périodes de prospérité, de crise et de chaos. Alors que l'industrie prospérait et que beaucoup profitèrent de leur travail, le problème de l'esclavage persistait. C'était le talon d'Achille de la nation, une blessure morale mais qui alimentait toujours un moteur économique. Les plantations du Sud produisaient beaucoup de coton, expédié par les ports du Nord aux filatures britanniques et américaines. L'esclavage n'était pas uniquement une institution du Sud, il a fortement contribué à toute l'économie américaine. C'est alors que la plus grande contradiction de l'Amérique est devenue évidente, de l'autre côté de l'océan. L'Empire britannique a fait le contraire, interdisant la traite des esclaves en 1807 et abolissant l'esclavage dans tout l'Empire en 1833. La Royal Navy a passé des décennies et dépensé beaucoup pour traquer les navires négriers illégaux. Les États-Unis tenaient encore, mais dans le doute et sous les critiques. Ancien esclave, Frederick Douglass est devenu une voix majeure contre l'esclavage, révélant à la nation sa terreur, son horreur, son humiliation et sa douleur. Jeune esclave en fuite, il apprit à lire avec l'aide de va-nu-pieds blancs partageant des journaux, une éducation qui changea l'histoire américaine. Ses écrits ont choqué le public, mais tous les abolitionnistes n'étaient pas aussi pacifiques. Certains, comme John Brown, ont eu recours à la violence. Son raid de 1859 sur Harper's Ferry pour provoquer une révolte d'esclaves a échoué. Brown fut capturé, exécuté, mais devint un martyr de l'anti-esclavagisme en Amérique. Même le Congrès pouvait être violent. Le sénateur Charles Sumner a failli être tué au Sénat après avoir dénoncé le Sud esclavagiste. Lui aussi est devenu un symbole de résistance. La division politique s'est durcie. Les démocrates, menés par les planteurs du Sud et leurs alliés du Nord, soutenaient l'expansion de l'esclavage à l'Ouest. Le Parti républicain a uni abolitionnistes, réformateurs et opposants au pouvoir du Sud. En 1860, Abraham Lincoln jugeait l'esclavage immoral, mais savait qu'un changement brutal était risqué. Le pays était irrémédiablement divisé. L'élection de Lincoln a marqué, pour les dirigeants du Sud, la fin de leur pouvoir politique. Un à un, les États du Sud ont fait sécession de l'Union, formant les États confédérés d'Amérique. La Confédération a levé une armée, exemptant les riches, les bien connectés, propriétaires de plus de 20 esclaves, enseignants, politiciens, ministres, employés de bureaux et métiers essentiels. Les pauvres blancs du Sud, sans ressources pour fuir, furent massivement enrôlés, servant parfois de remplaçants payés pour les riches. 20 à 25% des foyers du Sud avaient au moins un esclave, les pauvres aucun. Nombreux la qualifiaient amèrement de guerre des riches, mais de combat des pauvres. Les esclaves n'étaient pas enrôlés, mais contraints de soutenir l'effort de guerre confédéré en construisant, transportant et cultivant. Des milliers d'autres fuyaient pour soutenir l'armée de l'Union. Comme dans toutes les guerres, la propagande a poussé les hommes à combattre les sudistes, selon les nordistes, et les taudis industriels abritaient des blancs pauvres dans des conditions misérables. Pour Ulysses S. Grant et William Tecumseh Sherman, la guerre ne visait pas uniquement la libération des esclaves. Ils pensaient pouvoir rallier les blancs pauvres du Sud. Le Sud comptait près de 60% des Américains les plus riches, mais l'inégalité y était frappante. Grant a promis de briser les chaînes des blancs pauvres et de libérer les Noirs. La guerre, la plus meurtrière de l'histoire américaine, dura de 1861 à 1865. L'Union a vaincu la dernière résistance de la Confédération, et le 9 avril 1865, les forces du Sud, épuisées et encerclées, se sont rendues à Appomattox Courthouse, en Virginie. À Washington, les foules buvaient, dansaient et chantaient sous les feux d'artifice en pleine célébration. 5 jours plus tard, Lincoln se rendit au théâtre Ford avec son épouse pour voir notre cousin américain. John Wilkes Booth s'est glissé derrière lui. Wilkes Booth a tiré une seule balle à l'arrière de la tête de Lincoln, avant de sauter sur la scène en criant « Sic semper tyrannis », ainsi toujours au tyran. Booth, fervent sympathisant des Confédérés, voyait Lincoln comme un tyran ayant détruit la liberté du Sud et renforcé les Afro-Américains. Il avait aussi suspendu l'habeas corpus,
Les actions en temps de guerre, disait Booth, étaient la preuve d'une dictature. Pour lui, le meurtre devait être une rédemption patriotique rétablissant l'ordre, mais sa balle a plongé la nation dans le chaos. Booth croyait que ses actes seraient soutenus, mais peu partagèrent son opinion. Lincoln, qui avait prévu une reconstruction relativement clémente pour réunir le Nord et le Sud, était mort et, avec lui, peut-être le meilleur espoir d'une guérison pacifique. À la même heure où Booth avait tiré son coup de feu, son complice, Lewis Powell, s'est introduit de force dans la maison du secrétaire d'État William H. Seward et l'a poignardé à plusieurs reprises. Seward a survécu. Powell, lui, a été torturé puis pendu avec les autres conspirateurs. Booth a été tué lors d'une fusillade. Dès le début, les Américains ont chuchoté des théories du complot sur ceux qui étaient réellement derrière l'assassinat de Lincoln, une habitude que la nation allait adopter pendant de nombreuses années. L'Amérique était stupéfaite, divisée et au bord de violence. Pourtant, malgré la folie, elle demeurait une nation énergique, progressiste et industrieuse, avançant vers l'ère moderne. Mais la reconstruction apporta aussi du ressentiment. Les élites du Sud attisèrent l'hostilité raciale. Dans cette logique, les Noirs affranchis étaient vus comme récupérables, alors que les Blancs pauvres étaient perçus comme un poids à mort dangereux. Pourtant, malgré la violence et l'inégalité américaine, la mobilité sociale y restait supérieure à celle des anciennes sociétés européennes, et un boom s'annonçait. La loi sur les terres agricoles de Lincoln offrait gratuitement des terres de l'Ouest aux colons qui les cultivèrent, alors que les usines lancèrent la croissance américaine. Des centaines de milliers de personnes ont utilisé la loi sur les terres agricoles pour obtenir des terres. Les immigrants arrivaient, tandis que les Amérindiens étaient relégués dans des réserves, leurs bisons exterminés et leurs terres saisies, alors que chemins de fer et ranchs envahissèrent la frontière. Le vice-président André Johnson, sudiste du Tennessee resté fidèle à l'Union, est devenu président. Il rejetait l'élite des planteurs, mais refusait l'égalité des droits aux Noirs américains affranchis. Sous la reconstruction présidentielle, les anciens dirigeants confédérés, graciés, sont vite revenus au pouvoir. Les législatures du Sud ont adopté les Black Codes, loi visant à contrôler la vie des Noirs et à maintenir les affranchis dans des conditions proches de l'esclavage. Ces codes limitaient les lieux de vie et de travail des Afro-Américains, imposaient couvre-feu et loi sur le vagabondage, et autorisaient l'arrestation et la location du travail des Noirs sans emploi. Les Blancs pauvres étaient en colère face à la concurrence pour l'emploi, mais les Afro-Américains subissaient bien pire, l'arrivée du système Jim Crow. La ségrégation, la privation de vote et la terreur ont permis aux États du Sud d'imposer un système de caste extrême jusqu'en 1965. Les lynchages servent d'outil de terreur. Être dans la mauvaise ville sans autorisation exposait une personne noire à la violence, à la prison ou à la mort. Des communautés entières vivaient sous menace constante. La liberté, acquise sur le papier, restait irréelle en pratique. Cependant, le Congrès, dominé par les républicains radicaux, s'est opposé à la clémence du président Johnson envers les confédérés. Le Congrès a contourné ses vétos, adopté la loi sur les droits civiques de 1866 et le 14e amendement, accordant citoyenneté et protection égale à toute personne née aux États-Unis. Johnson a refusé de les appliquer et, en 1868, fut le premier président mis en accusation. Bien que Johnson ait hérité d'une nation sans esclavage, ses actions ont retardé la liberté réelle des millions de personnes libérées. La suprématie blanche s'est rapidement étendue dans le Sud. Pendant ce temps, les élites du Sud disaient aux Blancs qu'ils étaient supérieurs grâce à leur couleur de peau. Cela donnait aux Blancs pauvres l'illusion d'un statut, tout en les gardant presque aussi pauvres. Cela empêchait l'union des deux races pour de meilleurs salaires. Frederick Douglass l'a dit clairement. Ils ont divisé pour mieux régner. Des centaines de milliers d'Afro-Américains libérés ont vite travaillé dans des usines, chantiers navals, carrières et chemins de fer. En 1870, la population noire était d'environ 4 millions, soit plus d'un dixième du pays. James Garfield, issu de la pauvreté, soutenait les droits civiques en devenant président en 1881, mais son mandat fut bref. Comme Abraham Lincoln, il a été assassiné, cette fois par un assassin souffrant de délire de grandeur. C'était une époque violente, mais les États-Unis entrèrent dans une ère de croissance industrielle étonnante et tenirent leurs promesses. Un phare d'idéaux libéraux symbolisé par la Statue de la Liberté, un cadeau des Français. Après l'abolition de l'esclavage, l'âge doré prospérait, et les industriels amassèrent des fortunes, comme en Europe. L'Amérique avait des taudis, mais beaucoup d'Américains croyaient encore qu'ils pouvaient gravir les échelons. Et ils le pouvaient, contrairement aux classes défavorisées d'autres nations. L'Amérique est passée de colonie de subsistance à une économie continentale rivalisant avec les plus riches civilisations. Au début du XXe siècle, c'était une puissance.
Des hommes comme Rockefeller, pétrole, Carnegie, acier, Vanderbilt, transport et Morgan, finance, ont bâti des fortunes. Cette richesse a favorisé la libre pensée et la contestation, à une époque où chacun pouvait changer le monde par ses efforts et son innovation. Cette philosophie a défini l'esprit créatif américain. C'était un monde où tout était possible, où les bâtiments allaient bientôt toucher le ciel. De nombreux Américains pensèrent que leur pays incarnait l'avenir de l'humanité et avait le droit divin de s'étendre. Les dirigeants américains prétendaient ne pas bâtir d'empire, mais ce n'était pas tout à fait exact. Les peuples autochtones avaient déjà été chassés de leurs terres. Le Mexique a dû signer le traité de Guadalupe Hidalgo, cédant la moitié de son territoire. La Californie, le Nevada, l'Utah, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, plus une partie du Colorado et du Wyoming. Des centaines de milliers de personnes se sont précipitées vers l'ouest pendant la ruée vers l'or, inondant les villes champignons de pensions, de bordels, de saloons et de camps de fortune où la criminalité prospérait. Les shérifs et marshals peinaient à imposer l'ordre dans le Far West naissant. Environ 200 000 migrants chinois ont rejoint l'ouest pour travailler dans les mines, les chemins de fer ou ouvrir des commerces. La destinée manifeste agissait, souvent violemment et avec corruption, mais toujours parée du discours de liberté, d'opportunité et d'unité nationale. Cet ouest est le cœur de la mythologie américaine. Les histoires de cow-boys, d'indiens, de Billy the Kid et de Buffalo Bill étaient vaguement inspirées de personnages réels, mais enveloppés de fantasmes. Et elles oubliaient souvent les dures réalités des pauvres à la frontière. C'est ainsi qu'est né le héros hors-la-loi américain, encore admiré aujourd'hui. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, le pays a commencé à agir comme un véritable empire. Après avoir vaincu l'Espagne en 1898, les États-Unis ont saisi Guam et Porto Rico aux Philippines. Ils ont promis la civilisation et la liberté, tout en écrasant le mouvement d'indépendance philippin lors d'une contre-insurrection brutale qui a fait des centaines de milliers de morts en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Les États-Unis ont appliqué la doctrine Monroe, affirmant leur protection et influence sur les Amériques. Ils ont envoyé des Marines au Nicaragua, Haïti et République dominicaine, soutenant des dictateurs favorables aux entreprises américaines. La réalité, comme toujours, était bien plus compliquée. Smedley Butler, général de division et soldat le plus décoré des États-Unis, a initié des décennies de scepticisme sur la politique étrangère. À la fin de sa carrière, il a regretté avoir été un chien d'attaque pour les impérialistes. Il a même été impliqué dans un complot qui n'a jamais abouti, organisé par de grands chefs d'entreprise pour renverser le président Roosevelt. Premier rappel du pouvoir que les entreprises allaient acquérir aux États-Unis. La Première Guerre mondiale a été la présentation des États-Unis. Sur la scène des grands conflits mondiaux, le pays est entré en guerre en 1917, faisant pencher la balance contre l'Allemagne, et prouvant qu'il était une puissance mondiale de premier plan. En 1918, après la fin des combats, l'Amérique n'était plus un simple observateur, mais un créancier de l'Europe, ayant prouvé sa puissance industrielle. Plus de 116 000 Américains sont morts, plus de 200 000 blessés. La vraie victoire était économique et géopolitique, non militaire. Les anciens empires étaient ruinés. Les États-Unis tenaient les cordons de la bourse. Ils n'auraient pas besoin de colonies pour contrôler le monde. Dollars, diplomatie et influence secrète suffisaient. Les années 1920 semblaient une ère dorée. Les entreprises prospéraient, et les villes grandissaient rapidement avec la construction d'immeubles. Les gens dansaient toute la nuit au son du jazz, art révolutionnaire issu de la créativité afro-américaine, comme le blues. C'était l'ère de l'électricité, quand les réseaux électriques s'étendaient, et que de nouvelles industries transformaient la vie. Le pays s'était animé grâce aux inventions précédemment présentées lors des expositions universelles, plaçant les États-Unis fermement aux commandes de l'avenir. Grâce à Édouard Bernet, le père des relations publiques, la publicité est passée de la description des produits à la vente, de la façon dont il vous faisait ressentir, inconsciemment, que c'était le siècle du moi. Et cela convenait parfaitement à l'Amérique individualiste. La classe moyenne s'est élargie grâce à cette culture, mais des millions de travailleurs restent pauvres. Ces idées, portées par l'activisme ouvrier et l'intérêt pour le socialisme et le communisme, allèrent bientôt enflammer le monde en affrontant le fascisme. Puis vint la chute. La spéculation effrénée, en grande partie alimentée par le crédit facile, les prêts sur marge et des banques peu réglementées, a déclenché le krach catastrophique de 1929, lorsque 16 millions d'actions ont été liquidées en une seule journée. Wall Street s'est effondrée, ruinant en un jour l'épargne de toute une vie après la faillite de milliers de banques. La Grande Dépression a laissé près d'un quart des Américains sans emploi, le chômage atteignant 40 à 50% dans certaines villes industrielles. Les bidonvilles, appelées Hooverville, ont proliféré dans tout le pays, révélant une maladie intérieure, comme le code source ouvert.
Pour beaucoup, l'optimisme du début du XXe siècle a disparu dans le crime, les difficultés et la désillusion envers le capitalisme. La prohibition, de 1920 à 1933, visait à améliorer la moralité et à réduire la violence, mais elle a eu exactement l'effet inverse. La consommation d'alcool a baissé, mais un grand marché noir est né. Des distillateurs clandestins, des gangs irlandais et italiens, et des syndicats mafieux ont fait de la contrebande d'alcool une industrie millionnaire. En même temps, les stupéfiants se sont répandus dans les communautés les plus pauvres. L'opium était largement répandu depuis que des centaines de milliers de vétérans blessés et traumatisés de la guerre de sécession étaient devenus dépendants. Mais désormais, la morphine puis l'héroïne apparaissaient. La guerre contre la drogue a engendré un monstre, les profits étant trop attirants et la demande trop grande. Depuis, la politique étrangère des États-Unis n'a fait qu'aggraver le problème. Les agences de renseignement ont parfois toléré ou soutenu des régimes alliés, dont les réseaux ont inondé les villes américaines d'héroïne puis de cocaïne. La drogue était un chapitre clé de l'histoire américaine, et la situation semblait empirer à chaque page. Les années 1920, qui promettèrent du plaisir, technologie et liberté, ont vu l'extrémisme s'installer après l'effondrement de ses espoirs. Dans l'Allemagne d'après-guerre, Hitler est passé de marginal à dirigeant national. Il a imputé l'humiliation de l'Allemagne à la finance internationale, ciblant les juifs, et promis un renouveau fondé sur la pureté raciale et un régime autoritaire. Sa relation avec les États-Unis était complexe. Il les traitait de nations bâtardes à la musique dégénérée, mais appréciait aussi beaucoup d'aspects. Il a loué Henry Ford dans Mein Kampf pour ses écrits antisémites. Ford, ayant beaucoup collaboré avec les nazis, a accepté une médaille du régime en 1938. Hitler s'est également inspiré de l'eugénisme américain, de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Des scientifiques américains et des politiques progressistes ont soutenu la stérilisation des personnes jugées faibles d'esprit, déficientes, criminelles ou parasites. Ils soutenaient que les blancs pauvres et les minorités, surtout noires et autochtones, ralentissaient l'Amérique. 32 États ont adopté des lois sur la stérilisation, et la fondation Rockefeller a financé les premières recherches allemandes sur l'eugénisme. En 1939, alors que Hitler envahissait la Pologne, les États-Unis ne voulaient rien avoir à faire avec les guerres européennes. Un sondage Gallup révélait que seuls 8 soutenaient l'envoi de troupes américaines la Première Guerre mondiale, étant vue comme une erreur majeure. L'isolationnisme dominait alors que Roosevelt critiquait les puissances coloniales européennes, mais les événements ont imposé un changement. Le Japon a attaqué Pearl Harbor le 7 décembre 1941, ce qui a rapidement changé l'opinion publique. Plus de 407 000 Américains sont morts pendant la guerre, avec 660 et 11 000 blessés en Europe. L'effusion de sang fut catastrophique. Sur le front de l'Est, environ 27 millions de Soviétiques, dont 7 à 9 millions d'enfants soldats et civils, ont été tués. L'Allemagne a perdu. Plus de 4 millions de villes ont souffert de la famine et des armées ont gelé. Les atrocités étaient à taux constante. C'est là que Hitler a perdu la guerre. Les États-Unis ont été décisifs en fournissant armes, nourriture, chars et camions à la Grande-Bretagne et l'Union des républiques socialistes soviétiques. À grande échelle, l'industrie américaine a repris vie, mettant fin à la dépression. Mais la prospérité en temps de guerre a également creusé les inégalités. Plus de 6 millions de travailleurs américains ont fait grève pour les salaires et conditions de travail. Après la guerre, cela a renforcé la crainte que le public et les politiciens adoptent le socialisme, voire le communisme. Churchill, Roosevelt et Staline ont partagé le monde d'après-guerre, et une nouvelle tempête se formait déjà. Les troupes soviétiques dominaient l'Europe de l'Est. Les planificateurs américains redoutaient la propagation du communisme. Grâce au projet Manhattan, des scientifiques internationaux ont aidé les Américains à tester une bombe atomique. Cela a bouleversé l'humanité, mis en avant la puissance américaine et ouvert un nouveau chapitre historique. Avant sa mort, Roosevelt était un héros pour des millions d'Américains. Son New Deal avait sorti le pays de la crise et donné aux Américains le sentiment que le gouvernement les soutenait. Ses détracteurs, en particulier les élites économiques, mettaient en garde contre un socialisme rampant. L'époque était politiquement explosive, des populistes de gauche jugeant Roosevelt trop modéré. Henry Wallace et Huey Long défendaient des idéaux plus radicaux, santé universelle, programmes sociaux renforcés et grande redistribution des richesses. Wallace a été écarté lors d'un coup d'État pacifique selon certains, et Long a été assassiné. Une chose à dire sur les États-Unis. Ils n'étaient jamais ennuyeux, et les choses allaient devenir folles. Roosevelt croyait que le monde d'après-guerre pouvait être construit sur la coopération entre les grandes puissances, y compris l'Union soviétique de Staline. Churchill cependant est sorti de la guerre bien plus méfiant. La Grande-Bretagne s'était vidée de son sang en combattant. Hitler et Churchill craignaient que l'armée rouge, occupant désormais l'Europe de l'Est, ne domine le continent. Lui et les stratèges américains envisageait déjà de détruire la Russie avec des bombes nucléaires, une fois celles-ci fabriquées. Truman, une fois au pouvoir,
s'est rapproché de la vision de Churchill. Franc et anticommuniste, il pensait que le régime brutal de Staline étendrait son influence partout. Les rapports des renseignements ont renforcé ses craintes. En 1949, des analystes américains ont détecté une contamination radioactive au-dessus du Pacifique, dont Truman a révélé la cause. L'Union soviétique ayant testé une bombe atomique, le monopole américain depuis Hiroshima et Nagasaki n'existait plus. La course aux armements débuta au début d'un XXe siècle riche en événements. En 1950, la Corée du Nord, appuyée par Staline puis la Chine, envahit le Sud, tandis que les Américains étaient épuisés par la Seconde Guerre mondiale. Mais les décideurs redoutaient qu'en cas de chute de la Corée du Sud, le Japon et l'Asie du Sud-Est suivent. La guerre a été catastrophique. Des millions de Coréens sont morts, des centaines de milliers de soldats chinois ont été tués, et plus de 36 000 Américains ont perdu la vie. Elle ne s'est pas terminée par une victoire, mais par un armistice en 1953 qui tient encore aujourd'hui. Harry Truman a appelé cela une action de police, une sorte d'euphémisme que les administrations futures utiliseraient pour mener une guerre limitée sans en déclarer officiellement une. L'Union des républiques socialistes soviétiques agira aussi ainsi. Mais chez elle, loin du cauchemar de la Corée, les États-Unis entrèrent dans une ère de prospérité éclatante et de domination culturelle. Les films hollywoodiens, le jazz, le rock and roll et la Beat Generation diffusaient la culture américaine dans le monde. L'immobilier a explosé. En 1960, plus de 60% des Américains étaient propriétaires et presque tous avaient une voiture. Les banlieues ont explosé à travers le pays, et la clôture blanche est devenue le symbole national. La voiture symbolisait la liberté, comme l'a immortalisé le roman de Jack Kerouac, Sur la route. C'était l'Amérique, infinie, belle, sauvage et brutale, mais sous l'optimisme, les fissures étaient toujours présentes. Alors que les Afro-Américains fuyaient les lois Jim Crow vers les villes du Nord et de l'Ouest, ils rencontraient de nouvelles formes de discrimination. Les quartiers étaient délimités par des lignes rouges sur les cartes, où banques et assureurs refusaient tout service, et les investisseurs se tenaient à l'écart. La criminalité a augmenté dans ces lieux sous-financés et ségrégés, devenus sites d'émeutes de masse. Certains économistes, comme Thomas Sowell, ont plus tard soutenu que la situation était plus complexe, mais le redlining et le maintien de l'ordre discriminatoire ont indéniablement accentué l'hostilité. L'Amérique était riche, confiante et dynamique, mais aussi fracturée, comme le montraient les droits civiques des années 1960. À cette époque, la guerre froide a apporté peur, secret et paranoïa. Créée en 1947, la Central Intelligence Agency a renversé des gouvernements en Iran et au Guatemala pour défendre les intérêts économiques américains et contrer l'Union soviétique, ainsi que des mouvements d'indépendance de gauche et démocratique. Certains qualifieraient plus tard cela d'une hypocrisie stupéfiante. Dans le pays, l'hystérie anticommuniste régnait depuis la guerre, des politiciens étant diffamés comme communistes ou homosexuels. Le FBI et la CIA ont créé des dossiers secrets sur des milliers de citoyens. Les journalistes ont révélé les activités de la CIA malgré les tentatives d'étouffement, renforçant le scepticisme. Le président Dwight D. Eisenhower, général 5 étoiles, a mis en garde dans son discours d'adieu du 17 janvier 1961 contre la montée d'un complexe militaro-industriel menaçant la démocratie. 3 jours plus tard, John F. Kennedy a pris ses fonctions. Kennedy a été assassiné à Dallas, le 22 novembre 1963. Certains ont qualifié ce jour de perte d'innocence pour l'Amérique, qui a ensuite sombré dans le doute et la conspiration. Des avocats, journalistes et ex-agents de renseignement soutiennent depuis des décennies que des ennemis de Kennedy, étrangers ou nationaux, auraient pu être impliqués dans sa mort. Des années plus tard, le comité spécial de la Chambre sur les assassinats déclarera en effet que John Fitzgerald Kennedy a, je cite, probablement été assassiné à la suite d'une conspiration. La nation était hantée, ce cauchemar a empiré. Les assassinats de Malcolm X en 1965, Martin Luther King Jr. et Robert F. Kennedy en 1968 ont suscité des théories affirmant que ces violences étaient symétriques, non aléatoires. On avait l'impression que la fête était finie. Et pourtant, la fin des années 1960 fut aussi une explosion d'espoir et de génie culturel. Les psychédéliques ont marqué la culture jeune, le mouvement hippie valorisant cheveux longs, amour libre et rejet de l'autorité. Le hippie de Harvard, Timothy Leary, incitait à s'éveiller, s'accorder et quitter la société. Les années 50 étaient bel et bien enterrées. Les droits civiques ont connu des avancées historiques, les droits des femmes ont progressé. Woodstock, en 1969, incarnait la beauté d'une époque, tandis qu'Altamont, la même année, en a marqué l'effondrement, quand un jeune homme a été poignardé par les Hells Angels après que les Rolling Stones aient chanté Sympathy for the Devil. Selon l'écrivain Hunter S. Thompson, la vague s'était brisée et était repartie. La guerre du Vietnam déchirait alors le pays. Les Américains pensaient que la guerre stoppait le communisme.
Mais les images de massacres au napalm et de villages brûlés montraient autre chose. Les protestations ont explosé. Le FBI de J. Edgar Hoover a visé leaders des droits civiques, militants anti-guerre et citoyens, recourant à écoute, diffamation et surveillance illégale. Le Ku Klux Klan terrorisait les familles noires dans le sud, tandis que des militants d'extrême gauche faisaient exploser des bâtiments gouvernementaux. Et comme si les choses ne pouvaient pas empirer, des journalistes ont révélé au grand jour les secrets de la CIA. Le plus choquant était peut-être MKUltra, un programme de contrôle mental de la CIA ayant duré plus de 30 ans. Des milliers d'Américains en prison ou à l'hôpital ont subi des expériences mentales, bombardés de acide lysergique diéthylamide, dans le but de voir s'ils pouvaient extraire des informations ou créer un assassin, un candidat mandchou. Le gouvernement américain semblait issu de la science-fiction, et en 1975, le Vietnam était unifié sous un régime communiste. 2 à 3 millions d'Asiatiques et environ 58 000 Américains morts, tout cela pour une guerre finalement perdue. Après le scandale du Watergate, Richard Nixon a démissionné et Gerald Ford a tenté de rassurer. Notre long cauchemar national est terminé. Les années 1970 paraissaient chaotiques à plusieurs égards. L'inflation a grimpé à 2 chiffres, les salaires de la classe ouvrière ont stagné, la criminalité a augmenté. Des villes comme New York semblaient être proches de la faillite et d'une violente anarchie. De nombreux Américains ont adopté le conservatisme pour rechercher l'ordre. Hollywood a reflété cette ambiance, avec des héros policiers coriaces comme l'inspecteur Harry de Clint Eastwood, ou des gens ordinaires qui devaient faire justice eux-mêmes. La désindustrialisation a ravagé le pays. La main-d'œuvre industrielle de Détroit a chuté de 338 000 à 153 000 en 3 décennies. Toute la Rust Belt a été frappée. Mondialisation, automatisation et concurrence étrangère ont accéléré le déclin. Lorsque les années 80 sont arrivées, l'Amérique était désespérée de trouver une nouvelle histoire, et le nouveau président en a proposé une. En 1981, Ronald Reagan a promis optimisme, baisse d'impôts, déréglementation et fierté nationale retrouvée. Ces politiques, connus sous le nom de Reaganomics, ont réduit les impôts, surtout pour les plus riches, et allégé la réglementation sur la finance et l'industrie. Ses partisans lui attribuent la fin de l'inflation, le retour de la confiance américaine et la pression sur l'Union soviétique jusqu'à son effondrement. L'économie a prospéré, des millions d'emplois ont été créés, et l'accès à la propriété s'est élargi. Mais les critiques soulignent les coûts. La dette a triplé, les syndicats ont été affaiblis, les sans-abri et les inégalités ont augmenté. Les riches et la classe moyenne en ont profité, mais les ouvriers ont continué à lutter. Fin des années 1980, les 20% les plus riches voyaient leurs revenus augmenter, tandis que les 50% les moins aisés stagnaient ou baissaient. La décennie a été marquée par 2 crises majeures, l'arrivée du sida dans les grandes villes et la montée de la disco et de la cocaïne dans la vie nocturne. Plus de 20 000 Américains sont morts avant que le gouvernement ne se mobilise pleinement. L'affaire Iran-Contra, des hauts responsables américains ont secrètement vendu des armes à l'Iran pour financer les rebelles Contra au Nicaragua. Le journalisme d'investigation a révélé que la Central Intelligence Agency a au moins ignoré le trafic de cocaïne des Contras, responsable d'une épidémie de crack dans les ghettos noirs. Le néolibéralisme promettait une redistribution de la richesse, mais ses critiques estimaient ce ruissellement insuffisant. La guerre froide s'est terminée en 1990 lorsque l'Union soviétique s'est effondrée. Les Américains pouvaient respirer tranquillement. Après des décennies de crainte de destruction mutuelle, la Russie a implosé, et les riches corrompus sont partis avec l'argent. Pendant ce temps, Deng Xiaoping a fait de la Chine un miracle économique, en grande partie grâce au consumérisme américain. L'Amérique paraissait invincible, unique superpuissance mondiale, mais cette domination durerait-elle toujours ? L'invasion du Koweït par l'Irak en 1990 a conduit le Congrès à autoriser le président George Herbert Walker Bush à intervenir, posant les bases de la guerre contre le terrorisme, un conflit de 20 ans, coûtant au moins 8 000 milliards de dollars et marquant le début de la surveillance de masse. Pour beaucoup, les années 1990 étaient plus lumineuses. Musique électronique, grunge et rap ont supplanté la pop des années 80. Des entreprises technologiques, comme Microsoft, Apple et plus tard Google, ont transformé la vie quotidienne. L'essor d'Internet a bouleversé l'humanité aussi profondément que l'avait fait l'imprimerie. Mais sous la surface, les fissures se sont élargies. Le crack ravageait les quartiers haunois, tandis que méthamphétamine et héroïne touchaient les communautés blanches pauvres. Le président Clinton a promulgué des lois strictes sur la drogue et la criminalité, accélérant l'incarcération de masse. Les politiques de libre-échange, comme l'accord de libre-échange nord-américain, étaient censées créer des emplois stables au Mexique. Des millions ont migré vers le nord, légalement ou non, pour une vie meilleure, tandis que les salaires américains stagnaient entre 1990 et 2010.
La population née à l'étranger aux États-Unis est passée de 7% à 13%, tandis que les immigrés sans papier ont augmenté de 3,5 à plus de 11 millions. Il augmenterait encore davantage 10 ans plus tard. La décennie s'est terminée avec la bulle Internet, puis tout a de nouveau changé, et le choc qui a suivi allait réécrire tout le 21e siècle. Des membres d'Al-Qaïda ont percuté les tours jumelles en avion, et le président Bush a promis d'agir. Cela a mené à l'une des guerres américaines les plus controversées, l'Irak. Partie 2. Elle a été justifiée par de fausses informations affirmant que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive et des liens avec le 11 septembre. Les deux étaient faux. L'invasion a causé la mort d'au moins 200 000 à 300 000 civils irakiens, et plus de 4 500 soldats et contractuels américains. Plus d'1 million de personnes ont été déplacées, alors que le pays sombrait dans le chaos, et que des insurgés comme Daesh émergèrent des ruines, ce qui a accru le scepticisme du public. On disait aux Américains qu'il s'agissait de liberté et de sécurité, mais pour beaucoup, cela ressemblait à autre chose, à un plan pour la domination américaine au Moyen-Orient. La guerre en Afghanistan débute en 2001, pour éliminer Al-Qaïda et les talibans. Et elle dura 20 ans, la plus longue de l'histoire des États-Unis. Les débats faisaient rage. Ces guerres ont-elles profité au monde ? Ont-elles été un succès stratégique ? Ont-elles profité au public américain ? Alors que les États-Unis élisaient leur premier président noir, Barack Obama, en 2008, puis à nouveau en 2012, l'activisme s'est déplacé en ligne. Pour certains, Obama incarnait le renouveau après la guerre. Pour d'autres, son mandat s'est achevé dans la frustration. Ses grandes ambitions, disaient beaucoup, avaient été limitées par des intérêts enracinés dans ce que beaucoup appelaient désormais l'État profond. Les sondages d'État montraient une confiance minimale dans le gouvernement, à gauche comme à droite. En 2008, le krach financier a plongé le monde dans une récession. 87 millions d'emplois ont disparu aux États-Unis en 2 ans, avec 10 millions de saisies immobilières. Mais beaucoup de personnes très riches ont vu leur valeur nette augmenter. À la fin du XXe siècle, on critiquait surtout le pouvoir des lobbyistes et des dons de campagne, accusés d'affaiblir la démocratie et de nuire au peuple. La défiance envers les élites et les médias a favorisé l'ascension de Donald Trump, magnate de l'immobilier et vedette télévisée. Il a promis de rendre à l'Amérique sa grandeur en reconstruisant l'industrie et en freinant l'immigration. Pour beaucoup d'ouvriers, c'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un parlait à leur colère. Il a gagné l'élection de 2016. Stupéfiant, la polarisation de l'establishment s'est accrue, le journalisme devenant partisan, la politique identitaire accentuant les divisions, encouragée par des algorithmes favorisant l'indignation sur la nuance. Donald Trump a promis de mettre fin au carnage américain, mais son style populiste et combatif a accentué la fracture nationale. Puis Joe Biden a été élu président. Un autre choc a été la pandémie de Covid-19, dont les confinements ont provoqué le plus grand transfert de richesse des pauvres vers les riches dans l'histoire moderne. La science-fiction est devenue réalité, avec l'intelligence artificielle. Cela a créé une insécurité de l'emploi, fait grimper le coût de la vie, gelé les salaires, fait baisser la natalité et intensifié les débats sur l'immigration. Les technologies addictives ont entraîné une dégénérescence cérébrale, coïncidant avec la première baisse du quotient intellectuel moyen aux États-Unis depuis les relevés. Au milieu des années 2020, la paix mondiale était fragile, entre guerres en Ukraine, au Moyen-Orient et rivalité croissante États-Unis-Chine. Dans ce cynisme américain, la méfiance profonde envers la politique de l'establishment s'est accentuée à cause d'un homme nommé Jeffrey Epstein. Les États-Unis étaient toujours au sommet du monde. La vie était bonne pour beaucoup de gens, tellement plus facile qu'à d'autres époques. Mais les sondages montraient que la confiance dans le système était aussi basse qu'elle ne l'avait jamais été dans l'histoire moderne. Alors, après 250 ans de bouleversements, d'ambition, de crise et de réinvention, à quoi ressemble l'Amérique aujourd'hui ? Les nouvelles générations grandissent dans un monde très différent de celui de leurs parents, marqué par la connexion permanente, la déconnexion, des inégalités accrues et une anxiété sociale croissante. Les Américains plus âgés regrettèrent la perte d'une époque plus simple, mais la vérité, c'est que les temps n'ont jamais été simples, le passé n'a jamais été parfait, et l'avenir ne le sera pas non plus. Mais les Américains cherchent toujours ce que les fondateurs ont promis. Équité, liberté, prospérité, des dirigeants au service du public et l'espoir. C'est très américain. Regardez États-Unis d'Amérique Today, si le Sud avait gagné la guerre de sécession, pour voir une Amérique alternative, ou cliquez sur cette vidéo.